Ce que vous regardez n'est pas juste un grain de poivre. C'est l'un des objets les plus précieux de l'histoire humaine. Et si je vous disais qu'un simple grain de poivre a eu plus d'impact sur l'histoire mondiale que certaines batailles, qu'il a provoqué des guerres, financé des empires et changé la carte du monde? Aujourd'hui, nous allons explorer comment quelques grammes d'épices ont redessiné le visage de notre planète et façonné le monde tel que nous le connaissons. Pour comprendre l'importance des épices dans l'histoire mondiale, il faut se projeter dans une époque où les saveurs étaient rares et précieuses. Au Moyen-Âge, une livre de poivre pouvait valoir autant qu'une livre d'or. Cette épice que nous utilisons aujourd'hui sans y penser était si précieuse qu'elle était conservée dans des coffres verrouillés. Pour vous donner une idée, au XVe siècle, un marchand pouvait acheter la liberté d'un esclave avec une livre de poivre. Les loyers, les impôts, les dots de mariage, tout pouvait être payé en épices. En fait, le mot épicerie vient de l'ancien français espicier, qui désignait à l'origine un commerçant vendant des produits exotiques et coûteux, bien loin de nos supermarchés actuels. Mais d'où venaient ces trésors gustatifs? Principalement d'Asie. Le poivre noir provenait des côtes du Malabar en Inde. La cannelle arrivait de Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka. Le clou de girofle des îles Moluques en Indonésie. Ces épices voyagèrent sur des milliers de kilomètres, traversant déserts, montagnes et mers, passant par des dizaines d'intermédiaires avant d'arriver dans les cuisines européennes. Posséder et utiliser des épices était un signe extérieur de richesse. Plus votre table était épicée, plus vous affirmiez votre statut social. Chaque intermédiaire augmentait le prix, parfois de 1000% par rapport au prix d'origine. Ce qui vous aurait coûté une pièce d'or en Inde pouvait en valoir 60 à Venise et 100 à Londres. Ces épices empruntèrent des routes bien définies, que l'on pourrait appeler les routes de la soie culinaire. Elles s'étendèrent de l'Extrême-Orient jusqu'aux ports méditerranéens. La route terrestre passait par la Perse, l'actuel Iran, puis par Bagdad et Damas, pour atteindre finalement la Méditerranée. La route maritime, elle, longeait les côtes de l'Inde, remontait la mer Rouge, puis les marchandises étaient transportées jusqu'à Alexandrie. Ces voyages étaient périlleux. Les caravanes pouvaient compter jusqu'à 1000 chameaux et parcouraient 15 à 30 km par jour. Un voyage aller-retour entre l'Europe et l'Asie pouvait prendre plus de 2 ans. Sur ces routes, des villes entières prospéraient grâce au commerce. Les caravansérails, ces auberges pour caravanes, offraient protection et repos aux marchands. Les comptoirs commerciaux se transformaient en véritables centres culturels où les idées s'échangeaient aussi librement que les marchandises. Marco Polo, dans son Livre des merveilles, décrit avec émerveillement ces routes commerciales. Il écrit en 1298 « J'ai vu des marchands qui ont fait fortune en une seule expédition d'épices, malgré les dangers mortels qu'ils ont affrontés. Les risques étaient nombreux, pillage par des bandits, tempête en mer, maladies. Un marchand sur 5 ne revenait jamais de ses voyages. Mais ces routes transportaient bien plus que des épices. Elles véhiculaient aussi des techniques culinaires, des recettes, des idées. La recette du sorbet, par exemple, est arrivée en Europe via la route de la soie, rapportée par Marco Polo de Chine. L'importance économique des épices était telle qu'elle a littéralement poussé l'Europe à explorer le monde. Quand les Ottomans ont conquis Constantinople en 1453, ils ont pris le contrôle des routes terrestres vers l'Asie. Les prix ont explosé, et les Européens ont dû chercher de nouvelles voies d'accès. C'est dans ce contexte que Christophe Colomb a proposé son projet audacieux, atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest. Sa motivation principale? Trouver une nouvelle route vers les épices. Nous savons aujourd'hui qu'il n'a jamais atteint les Indes, mais a découvert un nouveau continent. Ironie du sort, il a cherché du poivre et a trouvé du piment. Cet échange, que les historiens appellent l'échange colombien, a bouleversé l'alimentation mondiale. L'Europe a découvert la tomate, la pomme de terre, le maïs, le chocolat. L'Amérique a reçu le blé, le café, la canne à sucre. Prenons l'exemple du piment. Originaire d'Amérique, il a été adopté avec enthousiasme en Asie. Aujourd'hui, imaginez-vous la cuisine thaïlandaise ou indienne sans piment. Ces cuisines, que nous percevons comme traditionnelles, ont en réalité moins de 500 ans dans leur forme actuelle. En Europe, l'introduction de nouvelles épices a transformé la cuisine.
Les épices fortes comme le poivre et le gingembre ont commencé à laisser place à des saveurs plus subtiles comme la vanille ou la cannelle. Ces épices ont même inspiré la création d'institutions qui existent encore aujourd'hui. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, fondée en 1602 pour le commerce des épices, est considérée comme la première société multinationale du monde. Alors, avions-nous raison? Un simple grain de poivre a-t-il changé le monde? Je vous laisse juger. Ces anciennes routes commerciales sont les ancêtres de notre mondialisation actuelle. Elles nous rappellent que les échanges entre cultures, qu'ils soient commerciaux, culinaires ou intellectuels, ont toujours été le moteur de notre histoire. La prochaine fois que vous saupoudrerez du poivre sur votre plat, souvenez-vous, vous participez à une tradition qui a redessiné la carte du monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos connaissances sur ce sujet dans les commentaires.